Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a évidemment une rhétorique importante qui est favorable à l'intégration régionale, que ce soit l'intégration dans le champ économique, que ce soit l'intégration dans le champ politique, que ce soit le problème de coordination, notamment de la paix et de la sécurité. Bon, cette rhétorique est très forte et tout le monde veut lutter contre la balkanisation de l'Afrique, ce que Boganda en Centrafrique appelait les poussières d'État et cet émiettement africaine qui est lié à l'histoire. Ceci étant, ce qu'il faut bien voir, c'est que les progrès d'intégration économique, les progrès d'intégration politique, les possibilités d'avoir des actions coordonnées ou intégrées sur le plan de la paix et de la sécurité sont largement en attente. Et à ce moment-là, il faut bien voir que l'Afrique est extrêmement contrastée. On a des zones d'intégration économique qui sont relativement importantes en Afrique australe, avec le rôle dominant de l'Afrique du Sud. On a un rôle relativement important de l'intégration économique au sein de la CEDEAO, même si le Nigeria ne joue pas le même rôle intégrateur. Par contre, il n'y a pratiquement pas d'intégration en Afrique centrale. Il y a très peu d'intégration, évidemment, en Afrique du Nord. L'UMA est une coquille vide. Et donc, en réalité, on a une Afrique qui est à plusieurs vitesses par rapport à la question de l'intégration. Et l'Union africaine, comme les organisations régionales qui en dépendent, sont largement des syndicats d'État, de chefs d'État, c'est-à-dire que sont représentés les intérêts des puissances africaines dominantes et il n'y a pas véritablement de transfert de souveraineté et de possibilité d'avoir une action supranationale dans les instances régionales. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une grande réussite de l'intégration économique et politique. Il y a également le débat, est-ce que l'intégration passe par des institutions et des règles? Et de ce point de vue-là, l'Afrique connaît 200 organisations régionales, ce qui est beaucoup. Ou est-ce qu'elle passe au contraire par les jeux d'acteurs et par les projets? Et de ce point de vue-là, il y a plutôt échec. Alors, il faut périodiser l'Afrique. Il y a eu au moment des indépendances un projet de développement important qui a été porté par les différentes autorités nationales et internationales. Et puis, à partir des années 1980, tous les pays africains, sans exception, ont été fortement endettés sur les marchés internationaux, n'ont pas été capables de rembourser leurs dettes compte tenu notamment de l'effondrement des prix des matières premières entre 1981 et les années 80, au milieu des années 90. Et donc, ils ont tous mis à des dates différentes ce qu'on appelle des programmes et des plans d'ajustement structurel qui, en gros, ont relativement réussi d'un point de vue financier. Donc on va dire que la dette a été moins importante, qu'il y a eu rééquilibre des budgets, que l'inflation a été un peu plus maîtrisée et que la balance commerciale et courante a été mieux équilibrée. Mais ceci a été fondamentalement ce qu'on appelle un ajustement par le bas, c'est-à-dire que ça s'est fait aux dépens de la croissance économique et du développement. Et on va dire qu'il y a eu effectivement 15 ans ou 20 ans de perdu quant au développement. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans la même configuration, parce que d'une part, la dette a été largement annulée, a été allégée, d'autre part, les institutions internationales et les créanciers privés ont accepté qu'il y ait de nouveaux rapports par rapport à la dette et qu'on passe plutôt de l'ajustement à la lutte contre la pauvreté, c'est ça notamment les objectifs du millénaire de développement qui sont devenus aujourd'hui les objectifs du développement durable. Et puis surtout, les prix des matières premières ont jusqu'en 1994-95 ont été renversés, donc il y a eu une amélioration des termes de l'échange. Et enfin, et encore de manière beaucoup plus importante, l'Afrique est sortie de relations post-coloniales avec des anciens pays qui étaient européens, pour diversifier ses relations et avoir un multipartenariat, notamment avec ce qu'on appelle les émergents.
Donc aujourd'hui, on a eu une reprise de la croissance économique en Afrique, à peu près de 5% depuis le début de la décennie 2000. On a évidemment des progrès également dans le domaine du développement, de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure et d'indicateurs qui ne sont pas captés par l'indicateur de croissance économique. Mais là encore, l'Afrique est extraordinairement contrastée entre les pays qui sont à peu près à 10% de taux de croissance depuis 15 ans et les pays qui sont à 0% de croissance, voire en régression. Je pense à Madagascar ou au Zimbabwe notamment, sans parler des États complètement faillis comme l'Érythrée, comme la Somalie, où on ne peut même pas avoir les chiffres pour savoir s'il y a décroissance et montant de la décroissance. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une nouvelle configuration de l'Afrique. Je crois qu'on ne peut pas dire que l'Afrique est émergente comme puissance, on ne peut pas dire que c'est la nouvelle frontière de l'économie mondiale, mais en tout cas, l'Afrique est dans un processus de transformation extrêmement rapide. C'est absolument évident qu'actuellement, les rapports de force ne sont pas favorables dans les négociations entre les multinationales et les pouvoirs politiques, favorables a priori aux Africains. Ceci étant, derrière cette question, il y a deux choses. Il y a les rapports de corruption qui existent. Lorsqu'il y a contrat passé entre une multinationale et les États africains, il y a généralement des corrupteurs et des corrompus. Et donc, c'est évidemment la transparence, c'est-à-dire la démocratie, le jeu citoyen, qui doit modifier les rapports de force. Les cartes sont aujourd'hui, pour négocier les contrats, dans les mains des acteurs africains. Mais le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas leurs cartes parce que ceux qui décident ne représentent pas l'intérêt, bien entendu, de leur population. Donc, le problème peut être réglé par les progrès de démocratie, par la presse responsable qui fait parler des dossiers, par des modifications de rapports de force qui sont rendues possibles parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle est convoitée, qu'elle peut jouer sur différents partenaires et que si le contrat est léonin avec un partenaire, elle peut avoir des rapports avec un autre partenaire. Les cartes sont dans les mains des Africains. Mais là, on est dans un enjeu qui est essentiellement politique interne. Il renvoie à la question de la démocratie, il renvoie à la question de la constitution d'une société civile, il renvoie à la question de jeu de contre-pouvoir. Mais il est évident que du point de vue des multinationales elles-mêmes, elles doivent changer de comportement parce qu'elles ne peuvent être intégrées dans le tissu économique africain qu'à la condition qu'elles soient perçues par les populations comme apportant des investissements, des emplois, des transferts de technologies, des formations de compétences, des créations d'infrastructures, et donc qu'elles s'insèrent dans le tissu économique africain. On ne peut pas avoir des multinationales qui ne sont que des enclaves extérieures. Donc le jeu, il est également dans les mains des sociétés multinationales dont l'intérêt à long terme, en termes d'acceptabilité des populations, est évidemment de s'insérer dans le tissu économique, à commencer par la création d'emplois d'Africains. Et ceci concerne pas simplement les multinationales occidentales, mais encore plus les multinationales indiennes ou chinoises. Lénine disait que qui tiendra l'Afrique tiendra le monde, et l'Afrique est un enjeu stratégique évidemment, notamment pour les pays européens, puisque c'est un espace de proximité, sans parler des Africains qui sont en Europe ou des Européens qui sont en Afrique. Il est évident que l'Afrique a à faire face à des défis qui sont considérables. Les défis sont démographiques, les défis sont environnementaux, les défis sont technologiques, les défis sont sécuritaires, et que ces défis pèsent au niveau international. Il est évident que l'Afrique va devenir de plus en plus un continent qui pèsera par sa démographie. Elle représente actuellement 1 milliard d'hommes, elle va représenter 2 milliards d'hommes en 2050. Et donc, on a actuellement un changement des rapports démographiques à l'échelle mondiale.
En même temps, l'Afrique est le continent qui participe le moins aux émissions de gaz à effet de serre, 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, c'est celle qui est le plus impactée par le réchauffement climatique et par la désertification, par la sécheresse, par les inondations extrêmes. Donc, on a des défis très importants en Afrique et les donnes sont en train de changer. Ce que l'on ne sait pas, c'est si ces défis permettront, parce qu'ils seront réglés au niveau national, au niveau international, de transformer les risques qui existent, les nuisances possibles, en opportunités et en facteurs de puissance. Là, il y a beaucoup d'inconnus. Il est évident que l'enjeu de l'Afrique est un enjeu maintenant qui est mondial et qui est encore plus un enjeu européen. Il n'est pas possible que les nuisances de l'Afrique, si c'est elles qui apparaissent parce qu'il n'y a pas de réponse aux défis, ces nuisances vont évidemment se répercuter en Europe, et pas simplement par le phénomène migratoire ou le phénomène des réfugiés dont on parle, par l'ensemble des dimensions des relations, parce qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui interconnecté. Donc, il y a, disons, un David, en gros, qui peut devenir un Goliath, mais il y a des nuisances qui peuvent devenir des facteurs de puissance. Et je pense que ce qu'il faut